Beaucoup de mathématiciens n'ont pas de théorème à leur nom. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas laissé de traces. Celui dont il va être question a enseigné pendant plus de 60 ans. Il s'agit de Sylvestre Lacroix. La seule représentation que j'ai trouvée sur le web est cette médaille, qui n'en donne pas une image très engageante. Comment devenait-on professeur de mathématiques à l'époque? Il n'y avait ni CAPES ni agrégation. Tout simplement, on suivait les cours d'un professeur de mathématiques qui vous remarquait et qui vous envoyait au charbon, aussi sec. Pour Lacroix, ce professeur, c'était Gaspard Monge. Il a envoyé le jeune Sylvestre Lacroix, qui avait tout juste 17 ans, à l'école des gardes de la marine à Rochefort. Et voilà donc Lacroix en face d'élèves qui devaient être plus vieux que lui. 2 ans se passent à enseigner les mathématiques à Rochefort, puis la vie de Lacroix bascule à nouveau, grâce à Monge, et grâce à un autre homme dont vous connaissez le nom, Pilâtre de Rosiers. Mais si, les montgolfières. Pilâtre de Rosiers est un des 2 premiers aéronautes de l'histoire. Il s'est passionné pour les globes aérostatiques, comme on disait à l'époque, au point de ne plus penser qu'à ça. Il saisissait toutes les occasions de voler. De janvier à juin 1785, il tente de traverser la Manche, mais dans le mauvais sens, depuis la France jusqu'à l'Angleterre, c'est-à-dire contre les vents dominants. Et sous la pression des sponsors, il fait une tentative de trop, le 15 juin 1785, et il devient alors l'une des 2 premières victimes d'un accident aérien de l'histoire. Avant de se passionner pour les montgolfières, Pilâtre de Rosiers avait eu une idée. Il avait fondé à Paris une sorte de cours de vulgarisation pour aristocrates. L'idée était que des gens de la haute société payent un droit d'entrée pour venir écouter des philosophes et des savants leur expliquer de la physique, de l'astronomie, des mathématiques, bref, le contenu de cette philosophie des Lumières qui avait fini par devenir à la mode dans l'aristocratie. Son établissement privé d'enseignement, Pilâtre de Rosiers l'avait appelé le musée. Mais s'il avait de bonnes idées et pas mal de témérité, Pilâtre de Rosiers était un gestionnaire catastrophique, et le musée avait accumulé les dettes. Donc le changement de propriétaire était plutôt une bonne nouvelle. Voici ce que Monge écrit à Lacroix à l'automne suivant. À la mort de M. Pilâtre du Rosier, le musée dont il était directeur a changé de propriétaire. C'est une société qui fait une souscription pour l'acquérir et Monsieur frère du roi ainsi que Monsieur le comte d'Artois ont pris quelques actions. Comme la société est riche, elle se propose d'en faire un établissement où les meilleurs maîtres donneront aux souscripteurs des leçons dans tous les genres. Et cet établissement s'appellera le lycée. C'est vrai que musée, ça faisait un peu bizarre. Lycée, comme celui d'Aristote, ça sonnait mieux. D'ailleurs, c'est le terme que choisira Napoléon et qui nous est resté. Quant aux souscripteurs, on visait vraiment le gratin de la noblesse française. Celui qu'on appelle Monsieur frère du roi est le frère cadet du roi, le suivant dans l'ordre de succession de la royauté. Et c'est donc le futur Louis XVIII. Le comte d'Artois est encore le suivant dans l'ordre de succession et c'est le futur Charles X. Monge continue en expliquant à la Croix. On voulut d'abord n'y mettre comme professeurs que des membres des différentes académies. Mais cet arrangement a souffert des difficultés, parce qu'une partie des professeurs qui auraient convenu à la chose n'en avait pas le temps. On a donc encore changé d'avis. On a proposé à plusieurs académiciens de se charger de diriger l'instruction et de nommer des professeurs pour exercer sous eux avec des appointements honnêtes. Cette tournure paraît accommoder tout le monde. Ainsi, Monsieur le marquis de Condorcet se charge des mathématiques et vous propose d'exercer la chaire sous lui
et d'agréer ses conseils avec 2400 livres d'appointements. Monsieur le marquis de Condorcet, c'est bien celui du paradoxe de Condorcet. Son essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix date de cette même année 1785. C'est vous dire qu'il n'avait pas le temps d'aller expliquer le b.a.-ba des mathématiques à des aristocrates. La solution Lacroix, trouvée par Monge, lui convient parfaitement. Sauf que les cours doivent commencer le 10 janvier et que le 28 décembre, Lacroix est toujours à Rochefort, en Charente-Maritime. Il serait plus que temps d'envisager de bouger. Alors Condorcet écrit lui-même à Lacroix. Vous avez reçu, monsieur, une lettre par laquelle monsieur Monge vous proposa la place de professeur de mathématiques au lycée de Paris. Messieurs les commissaires ont décidé que les titulaires fussent académiciens, et j'en ai accepté le titre. Mais ils espèrent que vous voudrez bien vous charger de donner les leçons, en touchant la totalité des honoraires. Il n'y a que 2 leçons par semaine d'une heure chacune, et les appointements sont de 100 louis. 100 louis, c'est bien les 2400 livres annoncés par Monge. Je ne sais pas exactement ce que ça valait en pouvoir d'achat pour Lacroix, mais si on convertit en grammes d'or puis en euros, on trouve environ 22 500 euros. Ce qui n'est pas si mal pour 2 heures par semaine quand on a 19 ans. Condorcet continue. Mais je n'ai jamais enseigné, je ne pourrais faire la première leçon et il faudrait que nous vous fassions remplacer par un autre. Je vous demande pardon de ces détails, n'ayant pas l'honneur d'être connu de vous. Vous pouvez trouver que je suis trop pressant et trop libre avec vous. Mais monsieur Monge vous dira, et j'espère vous le prouver, que je n'ai eu dans tout ce que j'ai fait d'autres motifs que l'intérêt qu'inspire un jeune homme qui annonce de grands talents et celui de l'intérêt public. J'ai peut-être mauvais esprit, mais je comprends. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais moi, il n'est pas question que je me salisse les mains. Donc, Lacroix vient à Paris. Et le voilà, premier professeur de mathématiques du premier lycée en France. On fait pour la galerie une leçon inaugurale où Condorcet parade. Le journal de Paris du 20 février suivant célèbre dûment l'événement. Monsieur le marquis de Condorcet, dont le zèle pour l'avancement des sciences et le progrès des Lumières ne peut être balancé par aucune considération, a accepté le titre de professeur de mathématiques au lycée, et il a regretté que ses occupations ne lui permissent pas d'en suivre les fonctions. Il a fait l'ouverture de ses leçons par un discours où l'on retrouve cet esprit lumineux et profond, cette raison supérieure, cette élégance toujours noble de style et cet amour du bien et de la vérité qui distingue les écrits de cet illustre secrétaire de l'Académie des sciences. Et après de très longues envolées lyriques que je vous épargne, Monsieur de Condorcet termine son discours par l'éloge de Monsieur de la Croix, son adjoint, qui a été chargé de faire le cours sur le plan qu'on vient de tracer. Il se propose de suivre pour les leçons d'algèbre les éléments qu'en a donnés Euler, et pour l'application du calcul aux questions de physique, les leçons que le même savant en a données dans ses Lettres à une princesse d'Allemagne. Donc, toutes les conditions sont réunies pour un magnifique succès. Mais les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Condorcet le reconnaît à mi-mot dans sa leçon inaugurale de l'année suivante. Nous avions prévu la difficulté de faire entrer dans l'institution du lycée l'enseignement d'une science où les maîtres facilitent le travail, mais n'en dispensent pas, où l'on ne peut rien entendre sans avoir acquis l'habitude d'en appliquer les méthodes et d'en exercer les procédés, où enfin il n'existe point de milieu entre savoir très bien et ne rien savoir.
On peut demander à Monseigneur, comte de Provence et frère du roi, de payer pour entendre de la vulgarisation et des belles histoires. Mais si on lui dit que pour apprendre il faut bosser, et qu'on n'apprend pas des maths sans faire des maths, ah, ça ne lui fait pas plaisir. Et ce qui devait arriver arrive, le couperet tombe, à notre suivant. Je suis fâché, monsieur, d'être chargé de vous prévenir que désormais la chaire de mathématiques au lycée sera réunie à celle de physique, dans la personne du même professeur. Vous savez mieux que moi combien depuis 2 ans le public témoigne peu de goût pour les séances de mathématiques, quoique l'indifférence qu'il leur a montrée n'eût sûrement rien qui pût vous être relatif. Cependant, je la voyais avec regret, par intérêt pour vous, monsieur, qui deviez être fort peiné de la solitude au milieu de laquelle vous étiez obligé de parler. En clair, vous videz vos cours, vous êtes viré. Oh, ne vous inquiétez pas pour la croix. Ce début un peu chaotique a quand même débouché sur une carrière glorieuse. Au début, Monge a continué à veiller sur lui. Il l'a embauché comme assistant à l'école normale de l'an 3 en 1795. Entre-temps, Lacroix avait enseigné 5 ans à l'école royale d'artillerie de Besançon. Plusieurs choses sont impressionnantes chez Lacroix. Il y a la durée de sa carrière et la variété des publics. Il y a aussi le nombre et la longévité de ses manuels d'enseignement. Voici par exemple les éléments de géométrie qui, en 1855, soit 12 ans après le décès de Lacroix, en étaient à leur 17e édition. Comme vous le voyez, ces éléments de géométrie couvraient l'ensemble du programme de l'enseignement secondaire. La première partie traite de la géométrie plane pour la classe de 3e. La seconde partie, la géométrie dans l'espace pour la classe de seconde. La troisième partie couvre les compléments de géométrie pour la classe de mathématiques spéciales. Et la quatrième donne des notions sur les courbes usuelles pour la classe de rhétorique. Dans ce même livre de 1855 se trouve la liste des manuels de mathématiques écrits par Lacroix. Son cours complet de mathématiques est en 10 volumes, qui se vendent séparément, est-il précisé. Le traité d'arithmétique en est à sa 20e édition, datant de 1848. Les éléments d'algèbre à la 21e édition de 1854. La géométrie donc à la 17e et le traité de trigonométrie à la 10e édition de 1852. Les manuels de Lacroix ont été diffusés en Europe, ailleurs qu'en France. Certains ont même été traduits en anglais. En Allemagne, ils ont été lus en particulier par August Leopold Krell. Krell est le fondateur d'un journal scientifique célèbre. Accessoirement, il fait partie de ces nombreux savants du XIXe siècle qui ont cru aux moteurs à air comprimé. Ça n'a aucun rapport avec la croix, mais ça me fait rire, parce qu'il y a quelques inventions complètement déjantées dans ce domaine. C'est idiot de ma part de rire. La technologie de propulsion par air comprimé pourrait bien refaire surface un jour ou l'autre. Mais je digresse. Revenons à Lacroix. Voici ce que Krell lui écrit en 1821. Ce sont les géomètres français, et parmi eux, c'est principalement vous, monsieur, et monsieur Lagrange, qui avez dirigé mes études, et à qui je dois beaucoup pour ma science favorite. Quoique je n'ai jamais joui du bonheur de vous voir, je vous estime et vous respecte comme mon digne maître. Il y a sans doute un peu de flagornerie parce que Lacroix en 1821 est un académicien bien établi. Mais on a d'autres témoignages sur les qualités d'enseignant de Lacroix. Et puis les nombreuses rééditions de ses manuels prouvent leur succès. Alors, quand il prend la peine d'écrire un essai sur l'enseignement, ça peut valoir le coup de se demander ce qu'il met dedans. Vous ne trouvez pas? Quand il écrit ce livre, il a 40 ans.
mais déjà 23 ans de carrière derrière lui. Il parle, comme l'indique le titre, de l'enseignement en général et de celui des mathématiques en particulier. Voici ce qu'il dit. La culture des sciences se présente sous deux points de vue qu'il faut bien distinguer. Tantôt, elle n'est qu'un moyen d'exercer l'esprit, de développer les facultés intellectuelles et de rendre propre à la méditation et à la discussion. Quelquefois aussi, mais par malheur beaucoup plus rarement qu'on ne le croit en général, elle fournit des préceptes et des résultats immédiatement applicables aux usages de la vie, aux besoins de la société. Le choix des exemples est bien plus important que leur nombre. Quelques vérités bien approfondies éclairent beaucoup plus sur la méthode qu'un grand nombre de théories discutées d'une manière incomplète. Les unes jettent des racines profondes qui ne manquent jamais de s'étendre et d'où sortent des tiges dont les rameaux sont chargés de fruits. Les autres, qui ont à peine effleuré le sol, disparaissent bientôt, après avoir offert un stérile aliment à la vanité. Je confesse mon ignorance sur la manière dont les idées de nombre et de grandeur s'acquièrent, et je me borne à examiner ici comment, avec ces matériaux déjà élaborés par une première instruction, empirique si l'on veut, on peut faire entrer dans des têtes de 15 à 16 ans la théorie élémentaire des sciences mathématiques et les formes des méthodes qui leur sont propres. Premièrement, éviter les doubles emplois. Cela devient d'autant plus nécessaire que les progrès récents des sciences physiques et des mathématiques ont prodigieusement augmenté la masse des objets d'instruction. Là, je serais curieux de savoir ce qu'ils diraient des programmes actuels. Secondement, choisir toujours les méthodes les plus générales. Cette règle est en quelque sorte une conséquence de la première, car par le moyen de ces méthodes, on évite infailliblement les doubles emplois. Préférez dans l'enseignement les méthodes générales, attachez-vous à les présenter de la manière la plus simple, et vous verrez en même temps qu'elles sont presque toujours les plus faciles, a dit M. Laplace dans le journal des séances de l'école normale. On peut ajouter qu'elles sont aussi les plus propres à faire connaître la vraie métaphysique de la science. L'auditeur et le professeur, le lecteur et l'auteur doivent s'entraider mutuellement. Il y a dans chaque science des choses qui ne peuvent s'enseigner et que l'élève doit acquérir par lui-même. C'est l'habitude des procédés de la science, ou autrement le mécanisme des opérations qu'elle prescrit. En arithmétique et en algèbre, ce sont des calculs, et en géométrie, des constructions. Les jeunes gens ne peuvent saisir l'esprit des méthodes lorsque le mécanisme du calcul absorbe seul toute leur attention. Le professeur préviendra cette difficulté en donnant beaucoup d'opérations à faire à ses élèves, en les accoutumant à y mettre de l'ordre, seul moyen de soulager l'attention et d'en reculer les bornes, parce qu'il permet d'interrompre le calcul et de le reprendre à volonté. Puisque ce n'est pas un effort de mémoire qui constitue le vrai savoir en mathématiques, et qu'il restreint plutôt les facultés qu'il ne les augmente. C'est donc à tort qu'on emploie un examen oral et par cœur pour s'assurer de la capacité des jeunes gens qui se livrent à l'étude de ces sciences. Aussi, il est arrivé souvent que les hommes les plus instruits sont convenus de bonne foi qu'ils ne se croyaient pas assurés d'être reçus un examen de ce genre, quoiqu'il portât sur des objets fort au-dessous de leurs connaissances. On a entendu dans une des leçons qu'il a données à l'école polytechnique Lagrange lui-même le dire avec cette modestie qui le caractérise si éminemment. Ben,
2 siècles plus tard, j'arrive pas à voir ce qui est démodé là-dedans.